Quand tu dis à la rue, c'est que vraiment, tu pouvais plus payer ton logement étudiant, ton... Ah non, j'ai plus rien. Compte vide, carte Keblo, 5 euros en poche. Et là, il faut avoir une capacité d'improvisation de lumière. Parce que c'est comme ça que le pouvoir fonctionne dans ce pays. Les médias ne peuvent plus être neutres parce que ils appartiennent pour 90% pour la plupart à des milliardaires, à des privés. Et je suis venu sur le site pour en finir. Hein. Là, j'avoue. Non, là, j'avoue. Ceinture d'explosion. Là, j'avoue, j'étais venu en mode Hamdoullah. Vraiment. Bonsoir tout le monde. Je suis Kevin Razier, vous êtes dans Rendez-vous, bienvenue. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est un humoriste que j'ai rencontré il y a quelques temps et j'ai jamais eu l'occasion de boire un verre avec lui. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant l'inviter sur ce plateau. C'est Edgar Yves qui sera là, mesdames et messieurs. Oui, il sera là. Mais avant, je voulais vous parler d'un truc parce que la dernière fois, j'étais avec mes voisins et on faisait une petite réunion. Ils m'ont demandé comment je choisissais les sujets. Je sais pas s'il y en a déjà qui se sont posé la question. Comment, Kevin, tu choisis les sujets? Apparemment, non, tout le monde s'en fout. Mais je leur ai dit, bah en fait, avec Mourad, on regarde des documentaires et voilà quoi. Donc, si vous avez des idées de documentaires, allez-y. Et il y en a un, Philippe, qui me dit, bah moi, j'ai appris qu'aux États-Unis, apparemment, ils étaient payés pour donner leur sang. Et je lui ai dit, ah cool. Non, parce qu'au début, je me suis dit, on s'en fout, on est en Europe. Et en fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que je me suis très vite rendu compte qu'on tournait le lendemain et que j'avais pas de sujet. Et je me suis dit, ok, il faut commencer. Mais avant, j'aimerais par applaudissement que vous me dites ceux qui ont déjà donné leur sang. Applaudissez. Ok. C'est vrai que c'est une belle action. C'est une belle action, c'est beau, c'est solidaire. Mais c'est pas que pour aider les malades. Parce que par exemple en Suisse, il faut savoir que quand tu donnes ton sang, tu dois remplir un petit formulaire. Et dessus, il y a une petite ligne que peu de gens lisent. Une ligne à la fin du formulaire attire l'attention. En bas, en tout petit, il est écrit « Je suis conscient que certains composants de mon don peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments. » Cette ligne, peu de donneurs la lisent. Elle est pourtant fondamentale. La plus grande partie du sang est en réalité confiée à des entreprises privées. La Croix-Rouge ne s'en vante pas. Et ouais, comme quoi faut toujours lire les petites lignes, les gars. Non, parce que comme, tu sais, on a l'habitude de faire plein de trucs, on lit pas, genre comme quand t'installes une application ou quand tu vas sur un site pornographique. Non, parce que j'en connais un qui fait pas gaffe. Et après, toutes les vidéos qu'il regarde, elles sont partagées automatiquement sur son profil Facebook. Donc, non, j'aurais aimé vous dire que ce quelqu'un, c'était moi, mais c'est pas moi. C'est mon daron. Bref. Donc, on donne son sang et ça va l'utiliser dans le plus grand des calmes. Pour faire quoi, d'ailleurs? Parce que dans le docu, en fait, ils ont demandé à un des donneurs ce qu'il sait du don du sang. Et il nous a fait une réponse de 8 minutes, façon Édouard Baird dans Mission Cléopâtre. C'est une bonne situation, ça, donneur de sang? Qu'est-ce que vous savez sur ce que va devenir le sang que vous venez de donner? Bien, je dois dire que je suis plutôt innocent par rapport à ça. Je me renseigne pas énormément par rapport à ce genre de choses. Quand j'entends le mot « don du sang », eh bien, c'est le fait que je vais donner de mon sang. Et puis après, ce que ce sang va devenir, eh bien, j'ose espérer qu'il soit utilisé dans les hôpitaux qui sont pas très loin de chez nous. Donc c'est un peu l'image que j'ai, moi, du don du sang. C'est une image un peu innocente. Il a fait une dissertation, mon frère. Dites juste oui ou non, je sais pas. En fait, dans le sang, je vais vous expliquer, il y a une partie liquide qui s'appelle le plasma et qui contient des protéines. C'est très recherché pour faire des médicaments qui sont coûteux et très rentables. Et Octa Pharma, c'est un des labos qui est spécialisé dans l'exploitation du plasma et qui tape des 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2021, c'était ça. Et en fait, ils sont à fond là-dedans parce que le plasma, ça se vend et ça se vend super cher. Donc en fait, il y a une institution qui s'appelle Swissmedic. C'est l'autorité de contrôle des médicaments et de la provenance du sang là-bas pour voir si c'est du made in Europe ou pas. Et là, ils se sont rendus compte que ça venait beaucoup des States. Et regardez la tête du mec de Swissmedic à la fin. Il sent qu'il aurait pas dû sortir la feuille de provenance, tu vois. En plus, le journaliste, il en rajoute bien comme il faut en mode « Ah, mais c'est bizarre, ça !» Donc, voici la liste des centres de collecte. Et là, on voit le nombre de donneurs et de quel centre ils viennent. Même lui, tu vois qu'il était en panique quand il a vu les dons. Il pensait pas que c'était autant USA, en fait. C'est bizarre. Et tous ces centres sont agréés par le plasma Masterfile de Swissmedic.
Et c'est pourquoi nous les acceptons pour les tests dans notre établissement. Cleveland, États-Unis. Nous nous rendons sur place. Tu vois sa tête qu'il est en train de se dire, tu vois, c'est ça mon problème, j'aime trop parler. Et après, je me fous dans la merde. Pourquoi le sang vient de là-bas? C'est parce qu'en fait, c'est plus stylé les States? Non, pas du tout. En fait, ils ont beaucoup plus de dons aux États-Unis parce que les dons de sang, là-bas, c'est pas des dons. Une partie du plasma utilisé dans les médicaments vendus en Suisse vient donc d'ici. Ce centre de collecte appartient à la firme australienne CSL. Donnez votre plasma, sauvez des vies. Gagnez jusqu'à 200 $ par mois. Partout, nous découvrons des messages publicitaires qui indiquent que les volontaires sont payés en échange de leur sang. Franchement, 200 $ par mois, j'avoue. Non, ça fait quasiment 200 €, tu vois, ça te paye ton petit plein d'essence, Donc aux États-Unis, on peut vendre son sang. Mais tu te doutes bien que c'est pas le sang de Serena et Blair Waldorf de Gossip Girl que tu vas prendre. Hein. Ouais, j'ai des rêves de merde à l'ancienne. Mais non, c'est plutôt le sang de gens qui sont en galère. Comme lui, par exemple, Marc. Peut-être qu'il y a des gens qui sont graves en galère ce soir qui nous regardent, mais lui, vraiment, c'est chaud. Mon budget en ce moment est de 32 $ pour mon loyer, 45 $ pour mon téléphone, 50 $ pour mon assurance. Au total, je suis dans une fourchette de 200 à 225 $ par mois. Je me suis rendu compte que grâce au plasma, j'arrive à gagner cette somme. C'est chaud, hein. Quand ton loyer coûte moins cher que ton abonnement téléphonique, c'est que t'es vraiment en galère. Ou bien que ton appart, il est dans les Sims. Mais énormément de gens en difficulté vont donner leur sang 2 fois par semaine et ils reçoivent de l'argent sur une carte de crédit. Mais si on donne trop son sang, il se passe quoi? Les effets à long terme des dons de plasma 2 fois par semaine sont-ils documentés? Je n'ai trouvé aucune documentation sur les effets à long terme. Je sais que mes patients qui sont donneurs de plasma sont fatigués. Ils ont des maux de tête, mais au-delà de ça, tout ce que je sais, c'est qu'à la Croix-Rouge, les dons sont mensuels, alors qu'ici, ils donnent 2 fois par semaine. Et en fait, le médecin, après, il explique que pour les donneurs, ils préfèrent risquer leur santé pour payer leur facture de téléphone, parce que sinon, sans forfait téléphonique, ils pourront pas chercher du travail. Et ils peuvent se retrouver à la rue ou mourir dehors. Et franchement, ça fait beaucoup de peine. Et je vais vous montrer un extrait, ascenseur émotionnel. En fait, au début, vous allez me dire « Oh, miskin !» Au début, hein. Et ensuite, vous allez dire « Ah ouais, lui, ça va !» Des foules de pauvres prêts à vendre leur sang. Ils offrent un réservoir sans limite de matières premières. Nous voulons comprendre dans quelles conditions cette récolte se déroule. 7 h du matin, à Cleveland, sur le parking d'Octapharma. Je ne peux plus le faire. Je laisse ça aux autres. Je me suis évanoui. Je ne veux plus le faire. La dernière fois que j'y suis allé, ça m'a presque tué. Je ne veux plus le faire. J'ai un job maintenant, Dieu merci. C'est un travail. Je fournis un produit. Je suis comme une vache. Je donne du lait. Lui, il a professionnalisé son truc, tu sais. Je suis sûr qu'il fait des codes promo en story et tout. Sang de la veine. Donc dès l'ouverture, les gens font la queue pour se rendre dans les laboratoires et vendre leur sang. À l'intérieur, ça enchaîne 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais là où c'est le plus flippant, c'est le petit questionnaire à remplir via une machine. Sauf qu'en fait, c'est la précarité, l'appât du gain. Et du coup, ça incite les donneurs à mentir. Ils vous demandent si vous avez couché avec des porteurs du sida, si vous avez des tatouages, des marques sur le corps. Des tas de questions bizarres. Mais il suffit de répondre non, c'est tout. C'est pas sorcier. Non, c'est sorcier, là, frère. Les gars, on parle d'un don de sang, pas de ton actualisation au Pôle emploi, en fait. Non, c'est chaud, c'est très chaud. Donc, ils se sont retournés en Suisse, dans l'institut qui vérifie les médicaments, etc. Et c'est marrant parce que le journaliste leur parle français. Mais regardez bien, le journaliste parle français, mais les gars répondent en allemand. Et c'est con, mais parce qu'en fait, je suis sûr que le mec qui parle allemand, il sait parler français, mais il se dit, en allemand, ça permet de noyer le poisson. Mais je suis sûr que... Regarde. Et nous devons déclarer que c'est non rémunéré. Ça veut dire que ce produit vient des États-Unis de dons non rémunérés. C'est exact. Quand c'est écrit non rémunéré, c'est non rémunéré. Le don rémunéré est une industrie aux États-Unis. Oui, oui. Mais le plasma que nous utilisons en Suisse provient de dons non rémunérés.
non rémunérés. Voilà, il a parlé français à la fin, il a dit non rémunéré. Mais tu savais parler français depuis le début. Bon, en fait, pour eux, c'est pas une rémunération, mais un dédommagement. Ils jouent sur ça. En Allemagne, en fait, ils le font aussi, mais à petite échelle. Et le problème, c'est qu'ils vérifient pas la qualité du plasma, mais juste si ça vient d'un centre certifié ou pas. La certification, d'ailleurs, elle s'appelle Plasma Master File. En gros, c'est un document très technique qui parle de tout, sauf de la réalité des méthodes de collecte de dons. Et ils leur ont demandé, là, au mec de Swissmedic qu'on a vu tout à l'heure, là, celui qui sentait qu'il parlait trop, ils leur ont demandé s'ils savaient comment le sang était collecté aux States. Et encore une fois, il a fait la tête du « Voilà que j'aurais dû être flouté pour cette interview ». Vous avez déjà vu un centre de collecte de dons aux États-Unis, de CSL par exemple, ou de Octa Pharma? Non. Vous savez comment ça se passe là-bas? Non. Lui vraiment, tu sais qu'à la fin du reportage, je pense il a dû être muté au CE de Swissmedic. Il dit occupe-toi des places du parc Astérix et du Futuroscope là, parce que il est plus tranquille là-bas. Donc les entreprises pharmaceutiques jouent la carte du secret médical pour pas trop dévoiler tout ça. Alors vous allez me dire oui mais Kevin, on s'en fout tant que les médocs marchent, c'est pas grave. Mais le problème c'est que oui non c'est vrai. En fait vous avez raison, tant que ça marche, ça va. Allez c'était rendez-vous avec Kevin Razi, merci beaucoup. Non je déconne. Non. Le problème, c'est qu'ils peuvent certifier qu'ils ont traité les plaquettes de sang et ils peuvent pas le certifier, pardon, qu'ils ont traité les plaquettes de sang et qu'ils les ont nettoyées, je sais pas moi, avec du vinaigre blanc ou du Monsieur Propre. Ils peuvent pas. Et en fait, il y a un risque zéro. Il y a un risque zéro. Et c'est un spécialiste du sang qui s'appelle Jean-Jacques Huard qui en parle. Lui, c'est vraiment le sang de la veine. Je suis très content de cette vanne à l'écriture. Il explique clairement le risque des dons rémunérés. Et après, il tente de finir sa phrase, sauf que t'as capté qu'il savait pas où l'arrêter. Il a été prouvé que la fréquence des pathologies est nettement supérieure en cas de dons rémunérés. Alors, bien sûr, les tests sont là pour éviter tout ça, mais on peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. Carrément, ils ont dû couper, à la fin ils ont mis un mot, innocuité, parce que là, frérot, là, c'était trop. C'était grave long, sa fin de phrase, mais le début est flippant quand même. On a un lien entre les dons de sang rémunérés et les risques pathologiques. Et l'Organisation mondiale de la santé dit que pour diminuer les risques, il faudrait que chaque pays puisse être autosuffisant en dons. Et il y a un gars qui explique ça, mais la vérité, en fait, ils ont fait un plan sur ses mains et du coup, ça m'a perturbé et j'ai pas compris ce qu'il voulait nous dire. Voilà. L'autosuffisance des pays est l'un des objectifs que l'OMS soutient. L'autosuffisance n'est pas qu'un but en soi. Pourquoi il a des pansements bleus? Non, vraiment, je me suis dit, je sais que ça n'a pas d'importance, mais moi, j'ai bugué sur ces pansements bleus. Et alors, apparemment, j'ai demandé, Mourad m'a dit, à ce qui paraît, c'est dans les cuisines, tu sais, ils mettent des pansements bleus quand ils sont blessés pour qu'ils puissent voir directement si t'as un bout de pansement qui tombe, voilà, dans le plat. Voilà, et on apprend des trucs, nous, hein. Bref, en juillet 2015, Octa Pharma est autorisé à vendre ses médicaments et plasma aux hôpitaux français. En France, c'est illégal de payer des gens pour obtenir leur plasma, mais tu connais. Là, en France, quand il s'agit de douiller, c'est Gilbert Montagnier. En France, c'est illégal. Mais les médicaments qui sont fabriqués à partir de ce plasma sont en marché libre en France. Donc 50% aujourd'hui des médicaments dérivés du plasma proviennent de laboratoires privés fabriqués avec du plasma rémunéré auprès de donneurs étrangers, que ce soit en Allemagne, en Tchéquie ou principalement aux États-Unis. Elle a l'air excédée, la go. Lui, il fait partie de la Fédération des donneurs. Il dit aussi qu'en 2018, il y a 500 000 patients qui vivent grâce à ces médicaments en France. Alors, vous avez vu comment on passe de « ouais, ça vend son sang aux États-Unis, mais c'est qu'aux US, on s'en fout » à « ah merde, potentiellement, le plasma d'une personne en galère aux US peut me contaminer en France ». T'as vu l'effet papillon de dingue? C'est là, en fait, où je voulais en venir. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'en parler. Le don du sang, ça peut être un acte noble, généreux, mais quand il y a un intérêt financier derrière, quand même, tu sais, le non-respect des critères de sélection des donneurs, la contamination des matériels de collecte, de transmission de maladies, ça peut entraîner de graves conséquences pour la santé des donneurs et des receveurs. Et on se souvient tous de ce qui s'était passé avec l'épisode du sang contaminé en France. Donc on compte quand même sur les autorités sanitaires pour être meilleurs que lui en termes de sécurité. Merci. Merci à lui. Ouais, les amis, c'est le moment d'accueillir quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même pas 1 an et demi. J'étais allé voir son spectacle
Et à la fin du spectacle, on a parlé et je me suis dit, putain, faut qu'on aille boire un verre parce qu'il a une histoire de dingue. Sauf que on n'a pas réussi à se caler ce verre et je me suis dit, j'ai une table, j'ai un canapé, j'ai des verres, enfin des mugs. Et autant l'inviter, c'est un stand-upper que je kiffe de ouf. Faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Edgar Yves. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Ça va mon frère? Bonsoir mon frangin. La forme? Ouais, et toi? Écoute, oui. Alors, j'ai mis une veste, mais il fait chaud sur le plateau, hein. Veste, un col roulé en plus. C'est peu que je me retrouve nu très rapidement. Comment ça va, mon frérot? Ça va et toi, frangin? Ça va, je suis ravi de te voir là. Mais c'est moi qui suis Donc là, c'est ton émission. Là, c'est Awam. C'est toi qui l'as produit comme un grand sur Internet. Exactement. Faut l'applaudir, monsieur Dal. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Mais tu sais, toi, tu n'attends plus personne. Mais je vais même te dire une chose. Tu n'attends plus personne. Tu vas chercher toi-même ton truc. Exactement. Et tu sais d'où ça vient, cette volonté-là? D'une discussion que j'ai eue avec toi au téléphone. Ah, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, tu m'avais appelé une fois au téléphone et tu m'as dit, Kevin, j'ai plusieurs prods qui me parlent. Qu'est-ce que tu penses? Tu voulais mon avis sur des producteurs. Et moi, je t'ai répondu, écoute, lui c'est bien, lui c'est pas bien et tout. Et je t'ai dit, tiens, c'est marrant parce que même moi, je me pose des questions pour les producteurs. Tu me dis, mais Kevin, t'as pas besoin de te faire produire. Ah, toi, je t'ai étonné. Toi, je t'ai étonné parce que moi, toi, je t'avais vu à la télé avant, t'avais quand même de l'avance sur moi dans ce métier. C'était un mec que j'aimais beaucoup, j'aimais ce que tu faisais et tout. Comme quoi, l'avance, ça se rattrape vite. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que t'as mon respect professionnel et du coup, je me disais, mais pourquoi il se fait chier? C'est en fait, le problème, c'est la position, la situation d'attente. C'est d'attendre que quelqu'un te donne quelque chose. Ouais. J'aurais aimé être là, mais c'est à cause de machin que je ne suis pas là. Alors je le dis pour ceux qui nous écoutent, tu ne pourras jamais dire dans la vie, à la fin d'un match, que tu as mal joué à cause de quelqu'un. Tu vois Mbappé, tous les matchs, il y a un mec qui lui tire le maillot, qui lui met un coup de coude, qui lui dit, écoute, on sait où ta mère habite, on va te faire un petit frère. Pourtant, il trouve quand même le moyen soit de faire une passe D, soit de mettre une action de but, soit de mettre un triplé. Donc je pense que c'est une question de volonté et qu'il faut se prendre en main au bout d'un moment. T'as totalement raison, toi, Goya, totalement. Je pense. C'est pour ça que je suis content de te voir là. Moi parce aussi, que je sais que c'est pas un univers facile, qu'il y a beaucoup d'échecs et le fait de te voir entreprendre comme ça dans ton émission, ça me fait très plaisir, je te le dis. Est-ce qu'on n'en changerait pas là, le mec est en train de... Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ton parcours, Kevin Razi. C'est vraiment quelqu'un que j'ai admiré. Qu'on nous apporte le mafé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu sais pourquoi je trouve que c'est cool de s'interviewer entre humoristes? Pourquoi? Parce que ça évitera des questions du genre j'ai regardé plein d'interviews que t'as faites. Ouais. Pas des masses, mais il y en a eu quelques-unes. J'en fais très peu, ouais. Sur la télévision, c'est pas forcément mon univers de prédilection. Et parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui t'a dit en quelques secondes, vous diriez qu'on vit dans une époque drôle ou dans une drôle d'époque? Oh, je me souviens, on pourra pas dire parce qu'on n'est pas là pour balancer, mais TV5. Non, je me souviens. Ah, des questions comme ça. Ou alors non, à un moment, t'avais dit, mais pourquoi vous quittez les scènes des comedy clubs pour aller jouer votre spectacle tout seul? Parce que c'est le but, en fait. C'est l'objectif. Le comedy club, c'est le début, c'est un peu la fac, c'est là que tu vas t'entraîner, tu vas choper ton diplôme, ce qui veut dire avoir un spectacle. Et quand t'as un spectacle, il faut le vendre, il faut le jouer. Le vrai match, c'est là où les gens, ils payent 20, 30 euros pour venir te voir. Pour moi, ça, la Gaîté Montparnasse, tous les vendredis, samedis, à 19h. Une place achetée, c'est un don pour l'Afrique, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à venir. C'est-à-dire, c'est le nouveau spectacle qui s'appelle Solide, c'est ça? Il s'appelle Solide. Toi, tu as vu, putain, il fait une chaleur technique, hein. Il faut qu'on fasse griller un veau dès le départ. Je voulais te proposer de l'eau, mais c'est du thé, là, à ce niveau-là. Non, là, non. Mais, en gros, oui, c'est Solide, c'est le deuxième. Peut-être t'as vu le premier, toi. Ouais, ça te fait taquin, au République. Au République. Et maintenant, je suis à la Gaîté Montparnasse. C'est pareil de mon producteur aussi, de l'époque. Et on va revenir là-dessus. À qui je fais un procès, hein. Donc tu vois, c'est quand même un univers difficile, hein. On va revenir là-dessus avec un juriste. Mais juste avant, je vais revenir sur ton parcours pour ceux qui te connaissent pas. On est né la même année, 1987? Yes, sir. 1987. Toi, t'es né au Bénin. Ouais. Famille plutôt aisée. Ouais, il y a quand même un budget technique assez, oui. Ben, fils d'homme politique, hein. Donc, l'argent du Bénin, c'était mon argent, quelque part. Et tu t'arrives en France à Nantes, c'est ça? J'arrive en France à Paris même. Oui, j'arrive en France quand mon père est nommé ambassadeur. C'est mon père a fait tous les postes politiques quasiment sauf président de la République. Et quand il est nommé, il a bien bossé. Et quand il est nommé ou bien sucé, ça dépend. Non. Ça dépend, bon. Mais attends, je me désolidarise là, quand même. Parce que je voulais aller au Bénin. Excuse-moi, mais le jeu politique,
Non, mais en gros, il a eu plusieurs postes et on est arrivé en France quand il était nommé ambassadeur. Donc moi, je suis arrivé à Paris même. J'ai grandi à Paris et puis je me suis barré après pour les études, quoi. Et j'ai vécu dans plusieurs pays aussi, comme il était ambassadeur. J'ai vécu un peu partout, pas seulement en France, quoi. Et t'as fait des études de droit, toi? Par contre, oui, voilà. Jusqu'à quoi, licence? La licence, parce que grand-père avocat, père avocat de formation, il a un cabinet à succès au pays. Donc le plan était que mon grand frère et moi on reprenne l'affaire familiale. Bon, j'ai manqué de vigilance. La licence de droit, frère, j'ai dit vas-y, ça va me péter les couilles cette affaire. Et comment et là t'as découvert l'humour comment, toi? C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de... En fait, je faisais rire mes potes en soirée. C'est la fac, c'est là que je me suis éveillé à mon talent d'artiste parce que l'alcool, la weed, le manque de vigilance, les femmes qui twerk, j'ai commencé à envoyer des punchlines dans tous les sens. Mes potes m'ont dit putain gars, franchement, on en a vu des gars marrants, mais peut-être teste quand même, tu vois. Et moi en plus avocat, moi j'étais admiratif de mon père. Je trouve que c'est un mec qui avait beaucoup de charisme, toujours d'ailleurs parce qu'il est pas mort. Il s'exprime très bien. Quand il arrive dans une pièce, tu le vois direct, il prend la place tout de suite. Et je l'avais vu plaider moi. Et j'avais trouvé ça, je me souviens, j'ai les images d'enfants où je vois mon père qui prend l'espace, qui fume la salle, il bifle gauche-droite, vraiment, le gars maîtrise complètement son sujet. Je me suis dit, moi, je veux devenir ça aussi. Ouais. Mais en fait, avocat, c'est 90% du temps derrière un bureau et seulement 10% en plaidoirie. Il y a une douille dans l'affaire quand même. Moi, je veux pas connaître le code civil, je veux juste faire kiffer des gens. Et sauf que le stand-up, c'est direct. Tu prends le micro, tu peux directement faire des blagues. Et le problème, c'est que quand t'as dit que tu voulais faire du stand-up, là, le padré, il t'a pas suivi, là. Ouais, c'était le premier beat. Oui, parce que le mec s'appelle Edgar-Yves Monnou. Il s'appelle Edgar-Yves Monnou. Il m'appelait Edgar-Yves Monnou Junior. Donc clairement, le gars avait des plans pour moi. Hein? On va pas... Ou alors, vraiment, il y a un manque de vigilance, je sais pas. Donc quand j'ai dit oui que j'allais faire ça, il a pas voulu du tout. Donc, écoute, tu connais les pères africains, c'est la menace, après c'est l'exécution. Donc, je me suis retrouvé exécuté à la rue, couper les vivres. J'ai dû me débrouiller tout seul, quoi, puisque les gens de ma famille avaient également interdiction de m'aider, sinon ils se retrouvaient aussi. Donc tu t'es retrouvé à la rue à Paris? Non, à Poitiers. À Poitiers? À Poitiers. C'est là que j'ai eu ma licence de droit. D'accord. À la fac de Poitiers, ouais. J'ai vadrouillé dans plein de villes de France. Hein. Et quand tu dis à la rue, c'est que vraiment, tu pouvais plus payer ton logement étudiant, Ah non, j'ai plus rien. Compte vide, carte Keblo, 5 € en poche. Et là, il faut avoir une capacité d'improvisation de lumière. Et comment t'as fait? Comment j'ai fait? Tu sais, ils disent en motivational speech, en anglais, ils disent, mettez-vous dans une situation où c'est nager ou couler, et vous allez découvrir que vous avez des qualités de nageur incroyables. Il se trouve qu'effectivement, j'ai appris à nager, je me suis débrouillé, j'ai volé au début dans les magasins pour nourrir, je me suis trouvé un peu des squats, mais mentalement, je n'ai jamais lâché. Toujours resté convaincu dans l'idée que c'était une passe. Et puis je pense que la colère, ça tient chaud, même en hiver. Je pense qu'en faisant ça, mon père, il avait créé un leitmotiv pour la vie. Et que je suis un noir fier, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc rien que pour te prouver que t'as tort, je vais sortir de cet enfer. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que je vais te faire écrire un livre que je vais éditer, là. Et après, on va faire le film. Ils sont déjà passés pour le film, mon frère. C'est vrai? Oui, déjà. T'as un film, là, qui est en préparation? Oui. Mais non! On raconte cette histoire-là, ouais. Truc de ouf, parce que j'ai reçu 0 annonce de casting pour un rôle dans le film. Mais on est en train de l'écrire, mon frère. On n'a pas encore fini, frérot. C'est quoi le pire truc que j'ai vécu, moi, dans un film? C'est, moi, je connaissais Camini, d'accord? Camini, il a fait son film sur lui. Je le connais très bien, Camini. Camini, un jour, il m'envoie un message, il me fait, Kevin, j'ai mon long métrage, là. Tu connaîtrais pas des comédiens noirs, hommes, à peu près de ton âge? Ouais, c'est tellement violent. Machin, et je lui ai donné le nom de tous les potes et je lui ai fait, mais tu sais que je suis un peu noir. Il m'a dit non, mais t'étais pas assez noir, pardon, je suis désolé, mais je te jure. Ah ouais, il m'a demandé. C'est atroce. Là, c'est l'équivalent de la meuf avec qui t'es pote, mais que tu veux pécho en secret et que tu dis, ce soir, je suis prêt à ken avec n'importe qui. Mais sauf toi, par exemple. Mais je suis n'importe qui, madame. Prenez-moi. Mais j'ai un petit point commun aussi pour toi, avec toi, c'est que moi à l'époque Rendez-vous avec Kevin Razi, c'était sur Canal+. Ben ouais, frérot. C'est ça que je suis fier de toi. Et toi aussi, t'as eu une sacrée aventure avec Canal+. On peut en parler ou pas? Oui, bien sûr, j'en parle dans le spectacle. Oui, c'est pour ça que je me permets. Ouais, j'en parle dans le spectacle. Parce qu'en fait, le délire, c'est quoi? C'est que toi, t'étais invité à faire un sketch en télé.
grosse rigolade spéciale stand-up avec Cyril Hanouna, en plein confinement. On m'appelle pour aller faire du stand-up. Bon, moi, au début, je t'avoue, sur le coup, je manque de vigilance. Je me dis pas que le traquenard peut se refermer sur mon cul. Non, ben je me dis, écoute, je suis confiné, je suis chez moi, caleçon, chaussettes, des fois juste chaussettes, hein, c'était un confinement. C'était un confinement dur, c'était dur le confinement, et je me dis, ben la rémunération m'a l'air honorable, l'occasion pour moi de faire des barbecues au plus haut niveau, télévision, promo, let's go, quoi. Et j'y vais, quoi. Et j'y vais, et puis s'ensuit... Il y avait, alors je précise pour l'anecdote, il y avait le Parisien qui était là, c'est ça? Non, le Parisien, ils seront dans une soirée plus tard, c'est ça. Ah, d'accord. Donc là, tu viens à la grosse rigolade, ils te demandent de faire un sketch. Ils me demandent de faire un sketch. Pour moi, c'est une émission où on me demande de venir faire un sketch de stand-up. Donc vraiment, moi, je pense pas du tout à quoi que ce soit. À politique, machin. Non, moi, je me dis, j'ai essayé une émission, je vais faire un sketch, gros. Sauf que tu fais un sketch où Sauf que moi, je fais de l'humour politique et que moi, je fais un sketch sur Vincent Bolloré. Sur Vincent Bolloré. En fait, c'est même pas sur lui, c'est un sketch où je voulais parler des rapports France-Afrique. Et donc, je voulais parler, c'est le sketch sur la corruption. Tapez sur Internet, c'est un de mes sketchs qui est le plus connu. La piscine, machin et tout. Et dans le second, je me fous d'abord de ma propre gueule et de la gueule de mon père, quand même, au début du sketch, ok? Donc, il y a quand même, charité bien ordonnée, tu vois? Voilà. Et dans la deuxième moitié du sketch, je parle des rapports des industriels français avec les élites africaines. Et donc, forcément, j'ai parlé de Vincent Bolloré. Et bon, il semble que Vincent Bolloré ait vu la vidéo et que ça l'ait brisé, quoi. Donc, Mais pourquoi il dit ça? Non, mais en plus, je pense qu'il a même pas vu. Je pense que c'est un gars. Flippé, je pense. Voilà, je pense que c'est un gars qui a vu son coupé sport disparaître et qui s'est chauffé et qui m'a coupé. Alors, ils t'ont pas demandé ton sketch avant de l'émission? Parce que d'habitude, pas cette fois-là, non. Il y a eu aussi un manque de vigilance de leur part. Oui, mais Covid, tout le monde était, voilà, tu vois. Non, mais moi, je suis arrivé, j'ai fait le sketch. C'est vrai que une fois que j'ai fait le sketch, le public riait de ouf. Mais par contre, au niveau du staff technique, j'ai vu que l'ambiance avait changé. On était sur une nouvelle dynamique. Je me suis dit, je sens une hostilité naturelle émaner des yeux des gens. Et c'était en direct? C'était en direct, ça devait être rediffusé. Donc pour le direct, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont pris la douille. Et pour la rediffusion, ils ont sorti les ciseaux. D'accord. Et moi, je me suis vénère, donc j'ai appelé et tout. Donc ils m'ont dit non, mais on savait pas. Il y a longtemps que je t'aime. Bon, les gars m'ont bluffé à la napolitaine. Donc je me suis dit, ben écoute, du coup, je me suis fait niquer, y a pas de souci, mais j'ai modifié les contrats en me disant maintenant, quand je fais une émission de télé, si tu veux couper une partie de mon sketch sans mon accord, je me réserve le droit d'interdire la diffusion du sketch en entier, parce que je suis pas une pute, tu vois. C'est normal, bien sûr. C'est normal. Ben oui. Mais écoute, pour une raison très simple, et je vais mettre fin à cette polémique une fois pour toutes, parce qu'on travaille dur, tu sais ce que c'est, aller faire des sketchs, c'est difficile, construire un propos, construire un raisonnement, c'est difficile. Pour moi, le meilleur stand-up, c'est le stand-up qui défend l'opprimé et qui aide les gens à s'améliorer, qui fait avancer le monde. Donc je parle forcément de sujets, moi je lève les lièvres, donc forcément, s'il y a de la merde quelque part, je dirais qu'il y a de la merde quelque part. Je suis franco-béninois, je suis afro-européen. Pour vous, Vincent Bolloré, c'est un patron de presse un peu nerveux, Cadal pourra en témoigner, mais pour nous, au Bénin ou en Afrique, c'est un fléau en Afrique de l'Ouest, ok? Il prend les ports d'Afrique de l'Ouest, il prend le contrôle des ports, les gamins qui grimpent aux arbres pour l'exploitation d'huile de palme, ils sont pas couverts, ils peuvent se rétamer n'importe comment. Si moi, j'en parle pas, qui va en parler? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a rien de fou. Et en plus, je vais te dire la phrase texto pour que personne ne se fasse de film. La phrase que je dis ce jour-là, c'est lors de son premier mandat, le président de Guinée, Alpha Condé, a été sponsorisé par un milliardaire français dont je tairai le nom car je veux continuer à faire des séries sur Canal+. Bon, c'est un peu coquin. C'est un peu joueur. C'est légèrement subtil. C'est un peu joueur. Je vous l'accorde. C'est un peu joueur. Et le truc, c'est qu'après, le problème, c'est qu'ils t'avaient déjà calé sur une autre émission. Voilà! Oui! C'est ça le meilleur moment! Ouais. C'est que, si tu veux, sur le coup, il me coupe. Je me dis, bon, ben, écoute, là, c'est dans le cul, Bibi. Mais entre temps, je modifie les contrats et tout.
Et je sais pas, je me dis moi je me dis je me suis fait niquer quoi, je suis un peu vénère. Mais je pense que si le bon Dieu existe, c'est un comique parce que 2 jours plus tard, on m'appelle pour faire la soirée des étoiles de l'humour du Parisien. Donc c'est le journal Le Parisien qui repère les meilleurs stand-uppers de France selon eux, qui font une émission magnifique, quel univers, quel talent, quelle subtilité. Le tout diffusé sur Comédie Plus, une autre chaîne du groupe Bolloré. Et je suis invité par un homme qui a manqué de vigilance à un niveau exceptionnel. Ah, parce que moi, mon vieux, je suis un rageux. Hein. Ah oui, parce que autant j'ai fait gaffe la fois d'avant, autant moi, j'avais le seum de la censure d'il y a 2 jours et je suis venu sur le site pour en finir. Hein. Là, j'avoue. Non, là, j'avoue. Ceinture d'explosion. Là, j'avoue, j'étais venu en mode Alhamdoulilah, vraiment. Là, je te jure, là, j'avoue. Non, là, ils ont eu raison de s'énerver. Parce que c'est vrai que là, je me suis complètement lâché, quoi. Vraiment. Et t'as refait le Mon sketch. frère, au moment où j'ai mis un pied sur scène, je te dis, il y a un gars dans ma tête, il est allé près du disjoncteur et puis il a fait, allez, hamdoullah. Ah, parce que là, plus question de plus dire le nom. J'ai fait, vous voyez Vincent Bolloré? C'est un enculé! Ah, je suis parti en couille. Ah ouais, c'était même pas dans le sketch. En direct, live, gros. Il y avait même plus de vanne. En direct, mec. Le caméraman, il tremblait comme ça. J'ai dit, écoute, ce mec est plus que riche, il contrôle les médias, il s'est fait un pouvoir d'influence, il fait les présidents de la République, c'est pas compliqué. Si Emmanuel Macron, c'est une pute, Vincent Bolloré, c'est le Mac. Et je dis, ouais, je pense qu'il y a des matins, il le suce au réveil. Et là, je mime. C'est quoi les présidents de la République, Manu? Ben, je sais pas encore, Vincent, mais on va voir ce qui peut se passer. Et j'étais là, mais c'est en direct. Et moi, c'est là, tu la sens, Vincent? Donc, ouais, non. Et donc là, pour être honnête, j'ai senti que l'ambiance avait changé. Hein. À la fin du sketch, l'ambiance avait changé. Hein. Ouais. Oh merde! Ah, j'ai mal. J'ai mal aux joues, carrément. J'ai mal parce que je suis mi-choqué, je suis là. Non, mais... Écoute, je sais pas, il y a ce côté... tu sais, je pense que t'as bien fait aussi de parler un peu de mon parcours perso, de mon histoire avant. Oui. Parce que oui. ça pose j'avais balisé pose de cadre, quoi. Tu vois, il y a un kamikaze quand même qui vit en moi. Et eux, ils ont appuyé sur le bouton. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas me faire que j'ai pas déjà vécu, moi? Tu vas me punir de pas être à la télé? Moi, j'ai vécu dehors pendant 1 an. Donc, moi, dans la vie, ce qui compte, c'est d'avoir un endroit chaud où dormir, de pouvoir manger de la viande, boire de l'alcool, et si possible, qu'une femme joue avec mon zizi. Si j'ai tout ça, je suis au maximum, moi. Tu vois? Donc, pas passer à la télé, franchement, je vais m'en remettre, hein. Mais c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Oui, parce que, mine de rien, le problème, c'est que je reviens sur, tu fais les... On a fait une bonne vanne, apparemment, hein. T'es excellent. Vraiment, là, tu sais, depuis tout à l'heure, dans ma tête, je suis là, les gars, on va couper ça. On va couper ça. Ça, sur TikTok, ça va cartonner. Ça veut dire, on va parler français, non? On va parler français LV1, on avait dit, c'est vrai. On va faire 7 millions. Allez, c'est parti, Israël. Non, c'est le seul sujet que même un gars de la rue ne traite pas. Est-ce qu'on pourrait se faire virer de la rue? Ah oui, vraiment, là, non. Non, le truc, c'est que... Tonton, il a déjà fait une lettre d'excuse, hein, donc attention. Hein. Non. Improbable, ça aussi. Improbable. Ouais, improbable, ça. Ah, mon frère, lui, ça veut quand même dire... Mais t'imagines, Dieudonné, une lettre d'excuse? Mais à mon avis, Dieudonné... Mec, ça veut dire que là, lui, il a fait à la fin. Bon, faut que je me ressaisisse parce que là... Mais à la fin, c'est-à-dire que là, c'est très bizarre ce comeback parce qu'il part... Moi, je croyais qu'il allait faire une vanne à la fin, mais il y a pas. Non, mais c'est bien qu'il s'excuse parce qu'il y a quand même 2-3 trucs chez lesquels il est allé loin, mais à ce jeu-là, moi, je me serais excusé bien avant, tu vois ce que je veux dire? Oui, pourquoi je ferais chier les gens pendant 20 ans? Et non. Et puis, pour dire à la fin, bon, finalement, j'avais pas bien vu. Je sais pas fait gaffe. Voilà, en fait, la javel, ça ne se boit pas. Bon, je comprends pas le concept, quoi, tu vois, c'est bizarre. Très bizarre. Très bizarre. J'aurais aimé l'inviter, mais j'attends qu'il se fasse inviter d'abord. Ouais, non. Moi, écoute. À Cyril ou d'autres. Après, ça peut lancer l'émission, hein. Ça peut lancer l'émission directement. Hein. Je pense que là, on a de quoi faire pour lancer l'émission, je vais pas te mentir. Le mec, il nous a fait des queuteries, là. Je vais me retrouver en top 8 avec Bolloré de la semaine prochaine, moi. Mais en plus, j'ai rien contre ce gars-là. Non. C'est un ami. C'est vraiment un ami. Non, mais ce que je tiens à dire, c'est que
le vrai problème, c'est pas Vincent Bolloré, c'est un symptôme. C'est-à-dire que et là je te parle de la censure, hein, parce que j'ai un problème sur le Bolloré en Afrique, hein, parce que sa fortune est faite sur ce qu'il fait en Afrique et pas sur les 4 éoliennes qu'il a construit vers Champéry, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, hein. C'est la thune qu'il a pris au pays et au bled qui fait qu'il a de l'oseille maintenant, d'accord? Ça c'est important, il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Mais en revanche, pour ce qui est des médias et de la censure, le vrai problème, c'est que dans notre pays, maintenant, en France, les médias ne peuvent plus être neutres. Mon frère, on a vu un député, Louis Boyard, dire le prénom de Vincent Bolloré, se faire bifler gauche-droite, pardonna, ta gueule, bouffon, on nique ta mère. Que des trucs qu'au quartier, on te monte en l'air, en vrai, toi. Tu vois ce que je veux dire? À quelle heure? Normalement, si c'était Joe Star, frère, il aurait déjà sauté le perron, là. Comme ça arrive dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Un malade, mais ça, on a le droit, parce que, le pouvoir, il est de leur côté. Bah, ils ont pris l'amende, là. Mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont pris 3,5 millions d'amende, c'est ça? Mais c'est pas, faut pas regarder le chiffre, parce que pour toi et moi, effectivement, si on nous condamne à 3,5 millions, je te dis, Kevin, viens, on se met un whisky tous les deux. J'ai acheté un revolver flambant neuf. Après, on va voir Saint-Pierre directement, quoi. Mais 3,5 millions pour C8, c'est 100 balles pour toi et moi. Tu comprends? Donc en vrai, il s'est rien passé, mon frère. D'accord? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce que c'est comme ça que le pouvoir fonctionne dans ce pays. Les médias ne peuvent plus être neutres parce que ils appartiennent pour 90% pour la plupart à des milliardaires, à des privés. D'accord? Et sinon, ceux qui sont pas privés, c'est l'État qui les paye. Donc t'es plutôt intérêt à dire que Macron, c'est un beau gosse. Parce qu'il se peut que les subventions disparaissent du jour au lendemain, sinon. Tu vois ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que Vincent Bolloré ne devrait pas avoir une chaîne de médias. Comme ça, au moins, on pourrait arriver et dire Vincent Bolloré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est pas Vincent Bolloré, c'est que il a une chaîne de médias. C'est ça le problème. Parce que si tout le monde à ce jeu-là a une chaîne, toi et moi, on pourra jamais dire ce qu'on veut nulle part. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Internet marche si bien. Parce que sur Internet, on dit ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Ça va voter Gariv dans 2 ans. Et je reviens sur les soirées, tu sais, le mec lâche pas l'affaire avec le Parisien. Non, parce qu'en fait, il y a un événement. Ils ont pété un plomb, ouais. Ils ont pété un plomb. Le problème qu'il y a eu, c'est que eux, il y avait des journalistes qui étaient là. Ils ont fait un article avant que l'émission sorte. Il y a quand même des gens courageux dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dame du Monde, Aude d'Assonville, que je salue souvent quand je fais mon spectacle, qui a vu l'affaire, qui a dit, le petit là, ils vont sûrement le faire disparaître dans un accident de montgolfière. Donc, il faut que j'écrive avant pour qu'on soit témoin qu'il a existé à un moment donné. Et en plus, l'hypocrisie, parce que je retourne tellement à la salle ce jour-là, que le lendemain, le Parisien fait un article titré « Une étoile est née ». Donc, a priori, ils ont rigolé, mon frère. Hein, oui. Je veux dire, tout s'est bien passé. Ouais. Mais effectivement, l'émission est diffusée. Je ne suis pas dans l'émission parce que on m'appelle pour me dire que je vais être coupé et je refuse d'être coupé. Et donc, du coup, je dis, je retire mon sketch comme j'ai modifié les contrats avant pour pouvoir le faire. Je le fais. J'applique la clause. Je retire mon sketch. C'est soit le sketch en entier, soit nada. Donc, du coup, ça a été dans mon cul. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais par contre, du coup, la meuf du Monde, elle a fait un article titré « L'humoriste Edgar Yves censuré par 2 fois sur C8, puis Comédie Plus ». Et l'AFP, l'agence France Presse, s'est emparée de cet article qui est devenu prescripteur. Et il y a une 30aine de rédactions en France qui ont fait un papier là-dessus. Ça veut dire que moi, je suis chez moi, confinement, caleçon, chaussettes, des fois juste chaussettes. Et je vois un papier sur moi qui sort tous les jours sur Internet. Gros, j'étais là, yeah! C'est la victoire! J'étais content. Et après, toi, tu l'as fait sur le sketch, tu l'as fait sur Tarmac, non? Non. Le sketch, je l'ai posté en ligne après. Mais tu l'avais. Pour être sûr mais que tu l'avais filmé où? Hein? Tu l'avais filmé où? Je l'avais filmé en première partie de la captation du conte de Bouddha Bala à l'Alhambra. Donc c'est des belles caméras à 5K. Donc il y a bien eu le slow motion sur le. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais, quoi. Et puis voilà, j'ai posté le sketch en ligne. Il est à près de 20 millions de vues en cumulé sur tous les réseaux, quoi. Donc. Vous avez vu ça? Franchement. Il a une paire de guts incroyable. Non, mais tu sais, c'est important de dire aux gens que il y a un moment donné dans la vie, c'est obligatoire de définir sa zone d'intégrité. Et c'est obligatoire d'accepter de subir les conséquences d'un refus. Sinon, on va vous marcher dessus durant toute votre existence. Le monde n'est pas fait pour que les gens ne vous marchent pas dessus par respect ou par égard. C'est faux. C'est des facochères. Ils vont venir, ils vont construire un loft directement dans votre fion, ok?
Je suis désolé, mais faut le dire aux gens. Ça, on leur dit pas à l'école, on leur dit pas dans la vie de tous les jours. Donc la violence du monde, ils la comprennent pas les gens quand ils arrivent dans la vraie vie. Parce que le monde, il est violent, ok? Donc il faut avoir une capacité à se défendre, à affirmer ses opinions et accepter de subir des choses négatives pour ça. Parce qu'à la fin, l'image que tu as de toi, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Amen. C'est important. C'est important. Parce qu'en vrai, et tout le monde le sait ici, tout le monde a un patron, un N+1, un mec qui les fait chier ou quoi. En vrai, quand tu as sucé là, tu sais que t'as sucé, hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui! Tu rentres le soir, t'es là, tu fais comme si de rien n'était. Tu te fais une tisane, 2 tisanes, ça passe pas, tu te sers un petit whisky, et puis au bout d'un moment, devant le film, tu fais... Parce que t'as pas bien agi, et qu'il y a une petite voix au fond de toi qui te le dit. Pourquoi tu devrais te soumettre à un tel ou un tel? Tu as le droit d'être différent, faut juste te donner les moyens de ta politique. Dans la vie, faut savoir souffrir un peu. En vrai, on n'apprend pas aux gens à souffrir, mais en fait, souffrir, c'est partie de l'existence, et c'est l'antichambre même du succès. C'est pas grave d'avoir mal. Parce que là où tu es lundi, c'est seulement là où tu es lundi. Ça dit pas où tu seras mercredi, jeudi, vendredi. C'est toi qui écris l'histoire, ok? Donc moi, effectivement, on me censure un jour, je peux me dire, oh putain, merde, je suis censuré, mais pour un humoriste, ne plus aller à la télévision, c'est grave, oui ou non, hein? Bah, c'est ça. Ou non, hein? Ou non, je me chauffe, j'ai du talent, j'écris un sketch, je casse la salle, je filme, je poste sur Internet, 20 millions, et je remplis. Et cher, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Mais ouais. Mais... Ouais. T'as raison. Il reste une piste, tu vois. Ouais, ou alors je peux me démoraliser et dire voilà, whisky, Kevin, adieu, tu vois. Je peux faire ça. Mais là, vraiment, ce que t'as dit juste avant, je me suis dit, on va le mettre en noir et blanc, sous-titre en jaune, et on va mettre une musique de piano derrière, parce que c'était putain de motivant ce que tu viens de dire, je te jure. Mais moi, j'écoute, moi, parce que je vois beaucoup de gens qui font les snobs avec ces vidéos-là et qui les aiment pas et tout. Moi, non seulement je les écoute, je les regarde, mais en plus je les poste, parce que je sais que il y a quelqu'un quelque part dans le monde, cette vidéo, quand il la regarde, ça lui fait du bien. Et faut pas chier sur ça. Faut pas chier sur ça. Il y en a qui font, ouais, ça m'énerve, ce mec-là qui vient me dire comment gérer ma vie. Ta gueule. Ta gueule, ça fait du bien à quelqu'un, en fait. Ça fait du bien à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important, ça. Ça fait du bien à quelqu'un. C'est juste que, moi, ce que j'ai toujours relevé, c'est des gens, tu sais, qui se disent coach de vie. Et tu te dis, mais, tu vas me coacher ma vie, mais... Non, je te parle de vraies vidéos, moi. Hein. Oui, parce que... Ah oui, oui. Parce qu'il y a des gens... Non, le facteur... Ils te disent, hey, tu crois que toute ta vie, tu vas rester assis, alors que tu peux te lever... Non, lui, il faut le gifler. Lui, il faut le gifler. Il faut le gifler, il manque de vigilance. Mais j'aime bien regarder, j'aime bien avoir la vie de Roger Federer sur la vie. J'aime bien avoir la vie de Beyoncé, la vie de Oprah Winfrey, la vie de Zlatan Ibrahimovic. J'aime bien savoir, parce qu'ils ont réalisé des grandes choses. Ils ont réalisé une grande chose. Ils ont réalisé leur rêve. Ça veut dire que eux, ils font ce qu'ils aiment du soir au matin. C'est quand même ça le but de la vie. Au camp, on n'a pas dit aux gens, c'est pas d'être riche, c'est pas de ci ou de ça, c'est d'être à sa place. La vie, c'est une aventure unique. Tu dois trouver pourquoi toi tu es fait. Et si tu ne fais rien dans ta vie pour essayer d'améliorer un peu la vie des autres, tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu ne sers à rien. C'est ce que moi je pense. Tu ne sers à rien. Il faut essayer au moins de faire un truc, de trouver ce dans quoi tu es bon. Mais on n'apprend pas aux gens à trouver ce dans quoi ils sont bons. Ils arrivent à l'école, on leur dit dès qu'ils arrivent au monde, fais ci, fais ça, obéis comme ci, va par là-bas, ferme ta gueule et arrête de manquer de vigilance. Et après, ils sont là, ils chopent leur diplôme. Quand ils sortent, bon, ben ça y est, c'est la vraie vie. Bon, ben là, métro, boulot, dodo. Ils font un boulot. Là, 95% des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas dans la vie. Tu te rends compte de ça? 95%, ils font un boulot qui est dit alimentaire. C'est magnifique, ça. L'endroit où tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est le travail. C'est horrible. Donc, tu es en train de me dire que tu passes 80% de ta vie à faire un truc pour te nourrir. Ça fout le seum quand même, tu vois. Mais je peux pas leur en vouloir parce qu'on leur a pas appris à anticiper autrement. C'est pas ce qu'on leur apprend à faire dès l'école. L'école t'apprend à jouer à la sécurité alors qu'il y a des compétences qu'on ne développe que dans l'adversité malheureusement. Et ça, il faut l'expliquer aussi aux gens. L'école ne prépare pas à affronter ça. Ils font un boulot qu'ils n'aiment pas. Ceux qui ont un peu de thunes, ils glissent sur les neiges en hiver, ils prennent des selfies, ils postent sur Instagram. Ma vie est quand même un peu cool. Ceux qui peuvent vont nager dans la mer et ça peut durer 50 ans ça. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le dès maintenant. Et s'il y a un prix à payer pour ça, payez-le. C'est pas grave. T'as raison, bravo. On va applaudir chaque intervention, je pense. C'est très juste ce que tu dis. J'aimerais revenir tout à l'heure quand tu parlais de ce milieu et du fait qu'on soit obligé de sucer.
C'est vrai, c'est vrai. Non, parce qu'à un moment, dans une interview, t'avais dit, tu peux pas éviter dans ce milieu d'avoir du sperme dans les cheveux. Non, c'est inévitable. Et le but, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible. Voilà. C'est inévitable, parce que le rapport de force, il est compliqué. Moi, mon père, il me disait, ouais, les gars sont vifs, les gars sont vifs. Le but, c'est Parce que là, moi, t'as vu comment c'est bien plaqué? Oui, là, non, mais le but, c'est, ils t'ont pas loupé, toi. Toi, tu as traversé le champ des snipers. Non, mais c'est impossible. Ouais. C'est impossible, surtout qu'en plus, le cuir, pour qu'il devienne épais, il faut subir aussi des brimades. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, au début, je vais te dire, le fion des comédiens, c'est une offrande. Uno, dès que tu arrives, toi, t'es un cadeau, tu donnes ton cul à la science, t'es là pour prendre. Mais en vrai, c'est valable dans n'importe quel boulot. On parle de nous, mais tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, ils savent très bien de quoi on parle. Quand tu arrives quelque part, il y a toujours un mec qui est plus fort que toi et il te fait bien comprendre qu'il est plus fort que toi, mon pote. Au cas où c'est pas clair, il est là pour te le rappeler en permanence. Bon, et ben lui, des fois, c'est vrai qu'il faut un peu jouer avec son zizi. Faut pas le faire toute ta vie, mais il faut être intelligent. Mourir bêtement, ça a jamais été une preuve de courage. Moi, on m'a dit en cours d'histoire qu'il y a des Polonais qui fonçaient en cheval sur des chars allemands. J'ai dit, ouais, ben, il est pas courageux, lui, il est con. Tu vois ce que je veux dire? Il est bourré, Michel. Tu vois ce que je veux dire? Là, le rapport de force, il est pas bon, tu vois? Au début, t'as pas le choix. Des fois, il faut accepter de se faire un peu avoir, mais en se disant, je te laisse me niquer là maintenant, mais dans 2 ans, on inversera le rapport de force et tu viendras me demander pardon. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est ce que t'as fait Je l'ai toujours fait. Parce que là, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure avant que ton spectacle ait été produit par un producteur. Maintenant, tu t'autoproduis. Voilà. Depuis combien de temps maintenant? Et il faut t'assurer que chaque producteur que j'ai eu, ça a été rude. Hein. Ah ouais? Mon frère, c'est rude. Parce qu'au début, ils viennent te voir, ils sont bons, hein. Ils sont bons, et puis surtout, toi, on te parle d'argent et tout, tu vas gagner ta vie. Mon gars, on vient te voir, on te dit... super. J'adore. Tout l'univers, le ton de voix, la posture, c'est magnifique. Tu connais Samantha? Kevin. Il est bien, hein? Ouais, il est bien. On va faire de grandes choses tous les deux. On va aller au Japon. Toi, tu rentres le soir et tu dis à ta meuf, chérie, je devrais pas te le dire, mais je pense que je vais faire de grandes choses. Parce que t'es un blaireau, ok? Ouais. Le mec te dit que vous allez aller au Japon, au bout de 4 mois, tu réalises que tu es beaucoup plus près de Saint-Denis-de-la-Chevasse que de Tokyo. et puis voilà, tu te fais niquer, tu t'es fait avoir, et en plus, il y a une technique radicale pour te faire avoir, c'est que beaucoup de comédiens galèrent. C'est un métier où le début, c'est la précarité absolue. Ça permet de faire le tri, ceux qui ont vraiment envie de faire ce taf-là ou pas. Exactement. Mais c'est une galère de malade, Souvent, ce métier. Je dis aux gens, c'est qu'il y a plein de gens parfois qui doivent te le dire aussi. Ouais, moi j'aurais aimé être humoriste, mais j'ai pas osé me lancer. À chaque fois, je leur dis, c'est grâce à toi que moi j'ai réussi. Bien sûr. Parce que si tout le monde s'était lancé, frère. On n'aurait pas pu, frère. Non, mais c'est vrai ça. Donc tu as cette phase-là, et puis surtout, on galère, et ce mec te dit, je te fais une prime à la signature de 40 000 euros. Moi, à partir du moment où tu prononces le chiffre 40 000 euros à cette époque, il y a un gars dans ma tête, il va prendre le disjoncteur et puis il fait « Hamdullah ». Et il éteint, gros. Et je dis « On signe où ?» Je pense déjà au poulet braisé, au mafé, au tchatchanga. Barbecue, toi, au barbecue, j'adore. Je suis un kiffeur, moi. J'ai eu faim pendant longtemps. Donc moi, quand je vois les poulets, je me dis, on peut en prendre 2. Faut être sûr, tu vois. Voilà, j'ai de l'embonpoint et je l'assume parce que j'aime manger. Je ne manque plus de vigilance maintenant. Ouais. Je détruis la faune, la flore. Et donc là, tu t'es dit, ok, je vais me produire moi-même. Ouais, mais en même temps, il faut dire pour l'histoire que ces gens-là m'ont enculé, ils m'ont pris de l'argent, en plus ils ont de l'ego de malade parce que non seulement ils te volent ton oseille, mais ils te le volent ostensiblement. C'est-à-dire ils te font jouer dans leur salle de spectacle. Donc ça leur coûte rien de te faire jouer. Par contre, ils vont te facturer le fait de jouer chez eux. Ce qui leur permet de te créer des dettes fictives correspondant de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé. C'est que ça la production. Ouais. On va te dire que il y a 6 000 euros de régime. Et tu dis mais comment ça? Quel genre de bouton il appuie? C'est du diamant. C'est Super Bowl qu'on a fait. C'est comment? C'est on joue quel spectacle exactement? Parce que moi c'est du stand-up, hein, c'est pas pour 40 tasses, hein. Et c'est ça. Tu dis mais on est complet depuis 3 semaines, mais pourtant je me demande si je dois choisir entre une mangue et un kiwi. Comment? Où est passé mon oseille?
Et quand tu finis par remonter la piste, tu trouves ton producteur en train de twerker sur un yacht comme ça. Everybody's free. Tu dis, ouais, ben du coup, je vais peut-être retirer mes fesses de l'opération et prendre mon envol, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas trop dur de prendre son envol? Si, c'est dur parce qu'ils veulent pas te laisser, ils vont te menacer. En plus, souvent... Menacer? Mais en plus, souvent, c'est ça leur jeu. Parce que souvent, ils se servent de ta précarité. Donc, ils t'avancent des fonds. Il va falloir leur rembourser les fonds. Ils te louent un appart. Donc, si tu veux te barrer... Il est bien ton prod, toi. Bah oui. Ben J'ai oui. pas eu ça, Donc, moi, si tu veux te barrer, tu te retrouves en dehors de l'appart. Mais là, c'est encore une fois, quand tu as eu ma formation, tu dis, mais avec plaisir. Je prends tout ça à la poubelle et on y va. Et comme ils n'ont pas l'habitude de voir des kamikazes pareils, tu finis par avoir gain de cause. Bon, après, j'ai une formation de juriste. Je viens pas de nulle part quand même. J'ai la tête bien faite. Donc, avocat, procédure. Et puis, après, ils demandent pardon et ils signent le chèque. Aïe, aïe, aïe. C'est tout, tu prouves et voilà. Mais d'ailleurs, Mais ça a été utile. Ça a été utile. Ça a été utile. À chaque étape, j'ai choisi des gens qui m'ont permis d'accéder à certains réseaux. Je savais dès le début qu'ils me niquaient la gueule. Donc, sois clair pour l'histoire. Dès le départ, je veux dire, quand tu vois un con, tu vois un con. Quand tu vois un facochère, la bave est cool comme ça, d'accord? Donc, c'est repérable à des kilomètres. Ben, je me suis dit, lui, mon père, il m'a toujours dit une phrase, c'est « Moi, il y en a bon nègre tant que c'est utile ». Et c'est un noir qui dit ça, hein. C'est un noir qui dit ça. Moi, il y en a bon nègre, il y en a fait missier, tant que c'est utile. Ça veut dire, mon frère, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tu crois que tu domines, on verra à la fin qui domine. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est de voir qu'en fait, ils menaient aucun jeu et qu'aux yeux de la bachata, c'est moi qui les faisais twerker, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas apprécié ça. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un plan. Faut avoir un plan. Et là, tu savais alors. Mais oui, mais j'avais un plan. C'est ok, je vais rebondir sur lui pour avoir accès à tel réseau. Tel réseau, je vais essayer de m'imposer. Après, arriver là, faut penser à 3-4 coups. Faut avoir un plan. Avoir un rêve, c'est bien. Mais avoir un plan, c'est mieux. Et c'est quoi la fin du plan? C'est quoi la suite du plan pour toi? Maintenant, la suite du plan, c'est indépendance totale, qu'ils aillent tous se faire enculer. Je suis dans la meilleure phase. Je suis dans la meilleure phase du plan. Je suis dans la meilleure phase du plan, c'est la phase que je préfère. Mais même pour le film? Hein? Non, parce que là, le film, non. Non, là, c'est un nouvel univers. Donc il faut remettre encore ses fesses dans l'opération. Et on va appliquer la même recette qu'on applique depuis le début. Mais ça, je le conseille à tout le monde. Quand vous arrivez quelque part, fermez votre gueule. Fermez-la. On vous a trop donné le sentiment dans le monde dans lequel on vit que votre avis nous intéresse. C'est faux. Taisez-vous. Fermez-la, analysez humblement là où vous êtes, évaluez les forces en présence et voyez comment vous pouvez vous glisser dans le truc. N'arrivez pas en faisant le show, vous serez dégagé en 2 minutes, il y a des mecs plus forts que vous. Faut être intelligent. Parle pas trop. Moi, c'est le mec qui parle pas trop dans la pièce que je regarde. Et qui est là, qui sourit comme ça, parle pas trop, observe, analyse, dresse un plan, tranquillement. Souvent, les mecs qui arrivent, ouais, bon, tu connais ça, ça c'est entre 11h et 11h02, hein, tu fais, il était bien, Rigobert, mais il manquait de miel. Et il manquait de gingembre, il était fatigué, le frérot. Il faut que la plupart des gens, tout le monde, tous, je m'inclus dans le lot, mais on se le dit pas, c'est parce que on souffre. On vit dans une époque difficile. On vit dans une époque où il y a peut-être une trentaine de milliardaires qui ont 3/4 des richesses de la planète. La plupart des gens galèrent. On a du mal à faire les fins de mois. Moi, je gagne bien ma vie comme maintenant, mais même pour moi, j'ai l'impression que c'est dur. Alors qu'en vrai, je la gagne bien de ouf maintenant, ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais le monde, il est injuste. Et si vous voulez que le monde y change, il va falloir vous responsabiliser. Voilà. Il faut se responsabiliser parce que ça ne viendra de nulle part à part de vous-même. Ça, on le dit pas assez aux gens. Bravo. Bravo. C'est vrai. Donc il faut serrer les dents, il faut serrer les dents, c'est difficile, mais il faut serrer les dents, il faut avoir un plan. Moi, quand je suis venu et que je t'ai vu, je dis putain, je suis quand même content parce que du coup, le frérot, il s'est mis au travail. C'est ça que je salue, tu comprends? C'est que t'es pas chez toi à attendre que on te fasse une offre de production de lumière. Ça y est, c'est fini, ça. Non, mais les offres, elles sont antidatées. Non, mais si tu veux, on va faire de grandes choses. J'aime bien ton style. Hein? J'aime bien ton univers. On va aller au Japon. Pourquoi? Connais Samantha? Samantha, Kevin. Suce-le. Peut-être que je suis allé un peu loin. Fais ça au montage, hein. Non, c'est que ça va vite maintenant. Hein. Ouais. Dans le monde dans lequel on vit là, tu fais une blague de merde et 2 jours après, je suis désolé, je me suis pas rendu compte que j'allais trop loin, je veux dire.
J'ai une femme et 2 enfants, aidez-moi. Je suis désolé. Mais c'est pas chiant ça, par exemple, tiens, je vais conclure sur 2 choses. D'abord, je veux juste qu'on parle de ça parce que ça me fait du bien d'en parler avec un humoriste. C'est compliqué pour nous, en tant qu'humoriste, qu'on isole des passages et que ça devienne des sujets. Tu sais, parce que quand t'es dans ton spectacle, quand les gens te voient sur scène pendant 1h, 1h15, ou toi, 1h50, ouais. Eh ben, je sais que les gens sont avec toi, ils savent que t'es pas con, que t'es pas misogyne ou homophobe ou machin. Mais si j'isole juste un passage et qu'on t'entend dire un truc, on va dire, ah bah bravo, machin. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui pour nous. Hein. Ouais, mais c'est chiant en fait. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je m'en réfère un peu à Bill Burr, qu'il avait traité un peu dans Peppa Tiger, un spectacle que je vous conseille qui est sur Netflix. Sur Netflix, ouais. C'est lui qui a vraiment amené le truc de, moi, je suis un humoriste, je fais une blague. Après, comment toi, tu l'interprètes, tu le gères, tu le digères, c'est ton problème. Ouais. Je ne peux pas, en tant qu'humoriste, travailler en prenant en compte le desiderata de chacun. Sinon, je ne bosse pas. Et une fois pour toutes, mon boulot, c'est de choquer. La racine du rire, c'est le choc, c'est la surprise. Techniquement, c'est ça une blague. Si je te dis un truc que tu attends déjà, tu rigoles pas. L'humour, il vient de la surprise. Si tu vas au restaurant et qu'on te sert un plat que tu peux faire à la maison, excuse-moi, pourquoi tu payes? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Tu viens me voir pour que je t'ambiance, pour que je te menace de te bifler, pour que je crée... Bon, peut-être que ça va un peu loin, mais en tout cas, tu viens pour que je crée quelque chose. Si après toi, tu prends ça au premier degré, alors que moi, j'ai fait une démarche qui, par définition, de monter sur les planches est second degré, c'est ton problème. Moi, je refuse de rentrer là-dedans. Ça... C'est la folie du monde dans lequel on va, que moi je ne suis pas. Hein. Je continue à dire mes conneries, et il y en a qui m'écrivent, qui m'insultent, et puis, alhamdoulilah, pas de problème, je passe à autre chose. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, mon frère? Ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que j'ai à dire, de le partager avec des gens, et puis d'avancer. On peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. Moi, je cherche pas ça. Rappelle-toi, griller une viande, boire de l'alcool, si possible, qu'une femme joue avec mon zizi. Voilà. Et ben déjà, je vais rajouter ça sur une note Instagram maintenant, comme on peut mettre des notes. Et dernière chose, c'est quoi du coup la suite? On a parlé du film. Ouais. Et est-ce qu'il y a ton spectacle aussi solide là qui joue à la Gaîté Montparnasse? Solide, à Gaîté Montparnasse, on finit à la Cigale. 1er juillet. Oh. Ça y est, c'est ouvert là, à la Cigale. 1er on juillet. sera là. Ouais, c'est content. Je serai là. 1er juillet, viens avec plaisir. Je serai là. 1er juillet, ce spectacle parle de tout ce dont on vient de parler là. Voilà. Tout ce dont on vient de parler là, c'est la vie, c'est l'enjeu de la vie. J'ai voulu, moi, à cause de mon expérience, parler de ça. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qu'on n'a pas dit aux gens et que non content de pas les aider, on leur met encore plus la tête sous l'eau. Donc c'est un spectacle que je fais pour discuter un peu de ça avec les gens, de manière évidemment très drôle parce que j'ai énormément de talent. Oui. Voilà, donc c'est à la Cigale le 1er juillet. Et mes rêves ne font que grandir. Je vais essayer d'aller à l'Olympia, essayer de faire des zéniths, essayer de faire un bon film. Il y a un documentaire qui se tourne sur ma vie justement, qui parle un peu de mon parcours difficile et de ma philosophie de vie. Donc avoir de la bonne santé, parce que je mange un peu trop là, il faut que je me détende un peu. Ouais, là je rote chorizo là, donc il faut que j'arrête mes conneries, il faut que je prenne un peu plus soin de moi. Et puis voilà, souhaitez-moi bonne chance, ça ira bien. Et ben c'est ce qu'on te souhaite mon frangin, bonne chance. Merci à toi. beaucoup. Allez voir et suivre Edgar Rive sur les réseaux, au théâtre, la Cigale le 1er juillet, je serai là. Merci à tous, vous avez été au top et on se retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Merci autant. Merci beaucoup. Merci.